voudrais commencer le cours de cette année en vous faisant une ou deux lectures. La lecture de quelques rapports, exactement de 2 rapports d'expertise psychiatrique en matière pénale. Je vous les lis directement. Le premier que je vais vous lire date de 1955, c'est-à-dire il y a 20 ans exactement. Il est signé au moins un des grands noms de la psychiatrie de la psychiatrie pénale de ces années-là. Et il se rapporte à une affaire dont peut-être certains d'entre vous ont gardé le souvenir. C'était l'histoire d'une femme et de son amant qui avaient tué la petite fille de la femme. Et l'homme, l'amant donc de la mère, avait été accusé de complicité dans le meurtre, ou en tout cas d'incitation au meurtre de l'enfant. Car il avait été établi que c'était la femme qui avait elle-même tué de ses mains son enfant. Voici donc l'expertise psychiatrique qui a été faite à propos de l'homme, que j'appellerai, si vous voulez, A, parce que je n'ai jamais pu encore déterminer jusqu'à quel point il est licite de lire, publier, en y laissant les noms, les expertises médico-légales. Bon. Est-ce que le micro marche bien, non? Là, comme ça va un peu mieux? Oui? Bon. Les experts se trouvent évidemment mal à l'aise pour exprimer leur jugement psychologique sur A, étant donné qu'ils ne peuvent prendre parti sur la culpabilité morale de celui-ci. Toutefois, on raisonnera dans l'hypothèse où A aurait exercé sur l'esprit de la fille, elle, d'une manière quelconque, une influence qui aurait conduit celle-ci au meurtre de son enfant. Dans cette hypothèse, donc, voici comment nous nous représenterions les choses et les acteurs. A appartient à un milieu peu homogène et socialement mal établi. Enfant illégitime, il a été élevé par sa mère, n'a été reconnu que très tardivement par son père, et s'est alors trouvé des demi-frères, sans qu'une véritable cohésion familiale puisse s'établir, d'autant plus que le père mort, il s'est retrouvé seul avec sa mère, femme de conditions assez troubles. Malgré tout, il a été appelé à faire des études secondaires et ses origines ont pu peser un peu sur son orgueil naturel. Les êtres de son espèce ne se sentent en somme jamais très bien assimilés au monde où ils sont parvenus. D'où leur culte pour le paradoxe et pour tout ce qui crée du désordre. Dans une ambiance d'idées un peu révolutionnaire, je vous rappelle qu'on est en 1955, dans une ambiance d'idées un peu révolutionnaire, ils se sentent moins dépaysés que dans un milieu et dans une philosophie compassée. C'est l'histoire de toutes les réformes intellectuelles, de tous les cénacles, c'est celle de Saint-Germain-des-Prés, de l'existentialisme, etc. De tous les mouvements, ça doit être dans tous les mouvements, des personnalités véritablement fortes peuvent émerger, surtout si elles ont conservé un certain sens de l'adaptation. Elles peuvent ainsi parvenir à la célébrité et fonder une école stable. Mais non, ne peuvent s'élever au-delà de la médiocrité et cherchent à attirer l'attention par des extravagances vestimentaires qui viennent encore par des actes extraordinaires. On trouve chez eux de l'alcibiadisme et de l'érostratisme. Ils n'en sont plus évidemment à couper la queue de leur chien ou à brûler le temple d'Éphèse, mais ils se laissent parfois corrompre par la haine de la morale bourgeoise au point d'en renier les lois et d'aller jusqu'au crime pour enfler leur personnalité. D'autant plus que cette personnalité est originellement plus falote. Naturellement, il y a dans tout cela une certaine dose de bovarisme, de ce pouvoir départi à l'homme de se concevoir autre qu'il n'est, surtout plus beau et plus grand que nature. C'est pourquoi A pu se concevoir comme un surhomme. Le curieux d'ailleurs, c'est qu'il ait résisté à l'influence militaire. Lui-même disait que le passage à Saint-Cyr formait des caractères.
Il semble pourtant que l'uniforme n'ait pas beaucoup normalisé l'attitude de Alga, pas de A. D'ailleurs, il était toujours pressé de quitter l'armée pour aller à Cefredel. Un autre trait psychologique de A, après donc le bovarisme, l'érostratisme et l'alcibiadisme, c'est le donjuanisme. Il passait littéralement toutes ses heures de liberté à collectionner les maîtresses, en général faciles, comme la fille elle, puis, par une véritable faute de goût, il leur tenait des propos qu'elles étaient en général, de par leur instruction première, peu aptes à comprendre. Il avait plaisir à développer devant elles des paradoxes énormes, suivant l'orthographe de Flaubert, que certaines écoutaient bouche bée, d'autres d'une oreille distraite. De même qu'une culture trop précoce pour son étape mondaine et intellectuelle avait été peu favorable à A, de même la fille, elle, a pu lui emboîter le pas de façon à la fois caricaturale et tragique. Il s'agit d'un nouveau degré inférieur de bovarisme. Elle a mordu au paradoxe de A, qui l'ont en quelque sorte intoxiqué. Il lui semblait parvenir à un plan intellectuel supérieur. A parlait de la nécessité pour un couple de faire en commun des choses extraordinaires pour se créer un lien indissoluble, tuer par exemple un chauffeur de taxi, supprimer un enfant pour rien ou pour se prouver sa capacité de décision, et la fille, elle, a décidé de tuer Catherine. Telle est du moins la thèse de cette fille. Si A ne l'accepte pas complètement, du moins ne la repousse-t-il pas tout à fait, puisqu'il admet avoir développé devant elle, peut-être imprudemment, des paradoxes qu'elle a pu faire, faute d'esprit critique, dont elle a pu faire, faute d'esprit critique, une règle d'action. Ainsi, sans prendre parti sur la réalité et le degré de culpabilité de A, nous pouvons comprendre comment son influence sur la fille, elle, a pu être pernicieuse. Mais la question pour nous est surtout de rechercher et de dire quelle est, au point de vue pénal, la responsabilité de A. Nous demandons encore instamment qu'on ne se prenne pas sur les termes. Nous ne cherchons pas quelle est la part de responsabilité morale de A dans les crimes de la fille elle. Cela, c'est l'affaire des magistrats et des jurés. Nous recherchons simplement si, médico-légalement, ces anomalies de caractère ont une origine pathologique, si elles réalisent un trouble mental suffisant pour atteindre la responsabilité pénale. La réponse sera bien entendu négative. A évidemment eu tort de ne pas s'en tenir au programme des écoles militaires et en amour aux escapades du week-end. Mais ces paradoxes n'ont pourtant pas valeur d'idées délirantes. Bien entendu, si A n'a pas simplement développé devant la fille, elle, de façon imprudente, des théories trop compliquées pour elle, s'il l'a intentionnellement poussé au meurtre de l'enfant, soit pour être éventuellement débarrassé de celui-ci, soit pour se prouver sa puissance de percussion, soit par pur jeu pervers, comme Don Juan dans la scène du pauvre, sa responsabilité reste toujours entière. Nous ne pouvons pas présenter autrement que sous cette forme conditionnelle des conclusions qui peuvent être attaquées de tous les côtés. Dans une affaire où nous risquons de nous entendre accusés d'outrepasser notre mission et d'empiéter sur le rôle du jury, de prendre parti pour ou contre la culpabilité proprement dite de l'inculpé, ou encore de nous entendre reprocher un laconisme excessif si nous avions sèchement dit ce qui, au besoin, aurait suffi, à savoir que A ne présente aucun symptôme de maladie mentale et que d'une façon générale, il est pleinement responsable. Voici donc un texte qui date de 1955, et je voudrais maintenant, en m'excusant un peu de la longueur de ces documents, mais enfin, vous comprenez tout de suite qu'ils font problème, je voudrais vous en citer deux autres qui sont beaucoup plus brefs. Plutôt un rapport qui a été fait à propos de trois hommes qui avaient été accusés de chantage dans une affaire sexuelle. Je traite au moins le rapport pour deux d'entre eux. L'un, disons X, intellectuellement, sans qu'il soit brillant, il n'est pas stupide. Il enchaîne bien ses idées et a bonne mémoire. Moralement, il est homosexuel depuis l'âge de 12 ou 13 ans, et ce vice n'aurait été qu'une compensation au début aux moqueries qu'il essuyait alors qu'enfant, élevé par l'assistance publique, il se trouvait dans la Manche, le département. Peut-être son allure efféminée a-t-elle aggravé cette tendance à l'homosexualité.
Mais c'est l'appât du gain qui a amené X au chantage. X est totalement immoral, cynique, voire même bavard. Il y a 3000 ans, il aurait certainement habité Sodome et les feux du ciel l'auraient très justement puni de son fils. Il faut bien reconnaître que Y, qui est l'objet du chantage, aurait mérité la même punition, car enfin il est âgé, relativement riche, n'avait rien d'autre à proposer à X que de l'installer dans une boîte d'invertis dont il aurait été le caissier, se remboursant au fur et à mesure de l'argent investi dans cet achat. Cet Y, successivement ou simultanément amant ou maîtresse, on ne sait pas, de X, incite au mépris et au vomissement. X, MZ, il faut avoir vu l'allure efféminée de l'un et de l'autre pour comprendre qu'un tel mot puisse être employé quand il s'agit de deux hommes tellement efféminés que ce n'est plus Sodome, mais Gomorrhe qu'ils auraient dû habiter. Oh, je pourrais continuer. Alors pour Z, c'est un être assez médiocre, opposant et en bonne mémoire, enchaînant bien ses idées. Moralement, c'est un être cynique et immoral. Il se vautre dans le stupre. Il est manifestement fourbe et réticent. Il faut littéralement pratiquer une maïotique à son égard. Maïotique est écrit M-A-I-O-T-I-Q. Quelque chose du maillot, semble. Mais le trait le plus caractéristique de son caractère semble être une paresse dont aucun qualificatif ne saurait donner une idée de son importance. Il est évidemment moins fatigant de changer des disques dans une boîte de nuit et d'y trouver des clients que de véritablement travailler. Il reconnaît d'ailleurs qu'il est devenu homosexuel par nécessité matérielle, par appât du gain, et qu'ayant pris goût à l'argent, il persiste dans cette façon de se conduire. Conclusion, il est particulièrement répugnant. Eh bien, comprenez qu'il y aurait à la fois très peu de choses et beaucoup de choses à dire sur ce genre de discours. Car après tout, ils sont tout de même rares dans une société comme la nôtre, les discours qui possèdent à la fois trois propriétés. La première, c'est de pouvoir déterminer, directement ou indirectement, une décision, et une décision de justice, qui concerne après tout la liberté ou la détention d'un homme, à la limite, et nous en verrons des cas, la vie et la mort. Donc, ce sont des discours qui ont, à la limite, un pouvoir de vie et de mort, première propriété. Deuxième propriété, ce pouvoir, ils le détiennent de quoi? De l'institution judiciaire, peut-être, mais ils le détiennent aussi du fait qu'ils fonctionnent dans l'institution judiciaire comme discours de vérité. Discours de vérité parce que discours à statut scientifique, ou si vous voulez encore, comme discours formulés, et formulés exclusivement par des gens qualifiés à l'intérieur d'une institution scientifique. Discours qui peuvent tuer, discours de vérité, et discours, vous en êtes la preuve et les témoins, discours qui font rire. Eh bien, des discours de vérité qui font rire et qui ont le pouvoir institutionnel de tuer, ce sont, après tout, dans une société comme la nôtre, des discours qui méritent un peu d'attention. D'autant plus que si certaines de ces expertises, la première en particulier, concernaient, vous l'avez vu, une affaire relativement grave, donc relativement rare, en revanche, dans la seconde affaire, qui date de 1974, c'est donc passé l'an dernier, dans cette affaire-là, c'est évidemment le pain quotidien de la justice pénale, et j'allais dire de tous les justiciables, qui est en question dans des textes comme ceux. Ces discours quotidiens de vérité qui tuent et qui font rire, ils sont là, au cœur même de notre institution judiciaire. Je dirais que ce n'est pas la première fois que le fonctionnement de la vérité judiciaire non seulement fait problème, mais fait rire. Et vous savez bien qu'à la fin du
XVIIIe siècle, je vous en avais parlé il y a 2 ans, je crois, qu'à la fin du XVIIIe siècle, la manière dont on administrait la preuve de la vérité dans la pratique pénale suscitait à la fois ironie et critique. Vous vous souvenez de cette espèce de, à la fois scolastique et arithmétique de la preuve judiciaire, de ce qu'on appelait à l'époque la preuve légale, dans le droit pénal du XVIIIe siècle, où on distinguait toute une hiérarchie de preuves qui était quantitativement et qualitativement pondérée. Il y avait les preuves complètes et les preuves incomplètes, vous aviez les preuves pleines et les preuves semi-pleines, vous aviez les preuves entières, vous aviez les demi-preuves, vous aviez les indices, vous aviez les admonicules, et puis on combinait, on additionnait tous ces éléments de démonstration pour arriver à une certaine quantité de preuves que la loi, ou plutôt la coutume, définissait comme le minimum nécessaire pour obtenir la condamnation, et à partir de ce moment-là, à partir de cette arithmétique de la preuve, de ce calcul de la preuve, eh bien, le tribunal devait prendre sa décision, et il était lié dans sa décision, au moins jusqu'à un certain point, par cette arithmétique de la preuve. Et en plus de cette légalisation, de cette définition légale de la nature et de la quantité de la preuve, en dehors de cette formalisation légale de la démonstration, il y avait le principe selon lequel on devait déterminer des punitions d'une façon qui était proportionnelle à la quantité des preuves réunies. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de dire « il faut arriver à une preuve pleine, entière et complète pour déterminer une punition », mais le droit classique disait « si l'addition ne parvient pas à ce degré minimum de preuve à partir duquel on peut appliquer la peine pleine et entière, si l'addition reste en quelque sorte en suspens, si on a simplement 3/4 de preuve et pas au total une preuve pleine, ça ne veut pas dire pourtant qu'il ne faudra pas punir. À 3/4 de preuve, 3/4 de punition, à demi-preuve, demi-peine. Autrement dit, on n'est pas suspect impunément. Et le moindre élément de démonstration, ou en tout cas un certain élément de démonstration, suffira à entraîner un certain élément de peine. Et alors cette pratique-là de la vérité qui a suscité chez les réformateurs de la fin du XVIIIe siècle, que ce soit chez Voltaire, que ce soit chez Beccaria, que ce soit des gens comme Servan, Dupaty, etc., à la fois critique et ironique. C'est à ce système de la preuve légale, de l'arithmétique de la démonstration, que l'on a opposé, vous le savez, le principe de ce qu'on appelle l'intime conviction, principe dont on a l'impression aujourd'hui, quand on le voit fonctionner, quand on voit la réaction des gens aux effets de ce principe, principe dont on a l'impression aujourd'hui qu'il autorise à condamner sans preuve. Mais à dire vrai, le principe de l'intime conviction tel qu'il a été formulé et institutionnalisé à la fin du XVIIIe siècle avait un sens historique parfaitement précis. Premièrement, celui-ci, on ne doit plus condamner avant d'être parvenu à une certitude totale, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir de proportionnalité entre la démonstration et la peine. La peine doit obéir à la loi du tout ou rien. Une preuve non complète ne peut pas entraîner une peine partielle. Une peine aussi légère qu'elle soit ne doit être décidée que lorsque la preuve totale, complète, exhaustive, entière de la culpabilité et de l'inculpé aura été établie. Voilà la première signification du principe de l'intime conviction. Le juge ne doit commencer à condamner que s'il est intimement persuadé de la culpabilité, et pas simplement s'il a des soupçons. Deuxièmement, le sens de ce principe est celui-ci, c'est qu'on ne peut pas valider seulement des preuves définies et qualifiées par la loi, mais après tout, n'importe quelle preuve, pourvu qu'elle soit probante, c'est-à-dire pourvu qu'elle soit de nature à emporter l'adhésion d'un esprit quelconque susceptible de
vérité, quel type de jugement donne la vérité, eh bien, toute preuve doit pouvoir être acceptée. Ce n'est pas la légalité de la preuve, sa conformité à la loi qui fera qu'elle est une preuve, c'est sa démonstrativité. C'est la démonstrativité de la preuve qui la rend recevable. Et enfin, le critère auquel on reconnaîtra que la démonstration a été établie, c'est la troisième signification du principe de l'intime conviction, le critère auquel on reconnaîtra que la démonstration est établie, ce n'est pas le tableau canonique des bonnes preuves, c'est la conviction d'un sujet quelconque, d'un sujet indifférent, en tant qu'individu pensant, il est susceptible de connaissance et de vérité. C'est-à-dire qu'avec le principe de l'intime conviction, on est passé de ce régime arithmético-scolastique et si ridicule, de la preuve classique au régime commun, au régime honorable, au régime anonyme, si vous voulez, de la vérité pour un sujet supposé universel. Or, en fait, ce régime de la vérité universelle, à laquelle la justice pénale a semblé se plier depuis le XVIIIe siècle, ce principe de la vérité universelle, ce régime de la vérité universelle, en fait, abrite deux phénomènes, réellement, et dans la manière dont il est effectivement mis en œuvre, abrite deux faits, ou deux pratiques qui sont importantes et qui, je crois, à la fois constituent la pratique réelle de la vérité judiciaire et la déséquilibre de cette pratique par rapport à cette formulation stricte et générale du principe de l'intime conviction. Premièrement, vous savez en effet que malgré le principe qu'on ne doit jamais punir avant d'être parvenu à la preuve, à l'intime conviction du juge, vous savez qu'en fait, dans la pratique, il se maintient toujours une certaine proportionnalité entre le degré de certitude et la gravité de la peine infligée. Vous savez parfaitement que quand on n'est pas tout à fait certain d'un délit ou d'un crime, le juge, qu'il soit magistrat ou juré, a tendance à traduire son incertitude par une atténuation de la peine. À une certitude pas tout à fait acquise correspondra de fait une peine légèrement ou amplement atténuée, mais une peine toujours. C'est-à-dire que de fortes présomptions, même encore dans notre système, et en dépit du principe de l'intime conviction, de fortes présomptions ne restent jamais tout à fait impunies. Et c'est de cette manière-là que fonctionnent les circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes, en principe, elles sont destinées à quoi? Elles étaient destinées à quoi? D'une façon générale, à moduler la rigueur de la loi telle qu'elle avait été formulée en 1810 dans le Code pénal. Le véritable objectif poursuivi par le législateur de 1832, quand il avait défini les circonstances atténuantes, ce n'était pas de permettre un adoucissement de la peine, c'était au contraire d'empêcher des acquittements qui étaient décidés trop souvent par le jury lorsqu'il ne voulait pas appliquer la loi dans toute sa rigueur. Et en particulier dans le cas de l'infanticide, les jurys provinciaux avaient l'habitude de ne pas condamner du tout, parce que s'ils n'avaient pas condamné, parce que s'ils avaient condamné, ils auraient été obligés d'appliquer la loi qui était la peine de mort. C'est-à-dire que pour ne pas appliquer la peine de mort, ils acquittaient, et c'est pour rendre au jury et à la justice pénale un juste degré de sévérité que l'on a donné en 1832 au jury la possibilité de moduler l'application de la loi par les circonstances atténuantes. Mais en fait, derrière cet objectif, qui était explicitement celui du législateur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en effet, la sévérité des jurys a augmenté, mais il s'est produit également ceci, qu'on a pu, à partir de là, contourner le principe de l'intime conviction, et lorsque les jurés se sont trouvés dans la situation d'avoir à décider de la culpabilité de quelqu'un, culpabilité à propos de laquelle on avait beaucoup de preuves, mais pas encore de
incertitude, eh bien, on appliquait le principe des circonstances atténuantes et on donnait une peine légèrement, largement inférieure à la peine prévue par la loi. La présomption se transcrivait ainsi, le degré de présomption se transcrivait ainsi dans la gravité de la peine. Et vous savez parfaitement que dans l'affaire Goldman qui vient de se dérouler il y a quelques semaines, si le scandale a éclaté au sein même de l'institution judiciaire, si le procureur général qui avait demandé une peine a lui-même formulé son étonnement devant le verdict, c'est au fond que le jury n'avait pas appliqué cet usage qui est pourtant absolument contraire à la loi et qui veut que quand on n'est pas sûr, on utilise des circonstances atténuantes. Dans l'affaire Goldman, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le jury a au fond appliqué le principe de l'intime conviction, ou si vous voulez, ne l'a pas appliqué, mais a appliqué la loi elle-même, c'est-à-dire qu'il a considéré qu'il avait une intime conviction et il a appliqué la peine telle qu'elle avait été demandée par le procureur. Or, le procureur était tellement habitué à voir que lorsqu'il y a quelques doutes, on n'applique pas exactement les réquisitions du parquet, mais on se situe à un niveau au-dessous. Le procureur a été lui-même étonné de la sévérité de la peine. Et en fait, il trahissait dans son étonnement cet usage absolument illégal, absolument en tout cas contraire au principe, qui fait que les circonstances atténuantes sont destinées à marquer l'incertitude du jury. En fait, en principe plutôt, elles ne doivent jamais servir à transcrire l'incertitude du jury. S'il y a encore incertitude, il faut purement et simplement acquitter. Bon, donc, de fait, derrière le principe de l'intime conviction, vous avez donc une pratique qui continue, exactement comme dans le vieux système des preuves légales, qui continue à moduler la peine selon l'incertitude de la preuve. Une autre pratique conduit également à fausser le principe de l'intime conviction et à reconstituer quelque chose qui est de l'ordre de la preuve légale, qui ressemble en tout cas par certains traits au mode de fonctionnement de la justice tel qu'on le voyait mis en œuvre au XVIIIe siècle. Cette quasi-reconstitution, pseudo-reconstitution de la preuve légale, on la voit non pas bien sûr dans la reconstitution d'une arithmétique des preuves, mais dans le fait que, contrairement au principe de l'intime conviction, qui veut que toutes les preuves peuvent être apportées, toutes peuvent être réunies, et que seule la conscience du juge, juré ou magistrat, doit les peser. Et contrairement à ce principe, vous savez bien que certaines preuves ont en elles-mêmes des effets de pouvoir, des valeurs démonstratives qui sont plus grandes les unes que les autres et indépendamment de leur structure rationnelle propre. Non pas en fonction donc de leur structure rationnelle, mais en fonction de quoi? Eh bien, du sujet qui les énonce. C'est ainsi, par exemple, que les rapports de police ou les témoignages de policiers ont, vous le savez, dans le système de la justice française actuelle, une sorte de privilège par rapport à tout autre rapport et témoignage. Parce qu'ils sont énoncés par un fonctionnaire de police assermenté, etc. D'autre part, le rapport des experts, dans la mesure où leur statut d'expert confère à ceux qui les prononcent une valeur de scientificité, un statut de scientificité plutôt, eh bien, le rapport des experts a, par rapport à tout autre élément de la démonstration judiciaire, un certain privilège. Ce ne sont pas, si vous voulez, des preuves légales, au sens où l'entendait le droit classique encore à la fin du XVIIIe siècle. Ce ne sont pas des preuves légales, mais ce sont pourtant des énoncés judiciaires privilégiés, des énoncés qui comportent des présomptions statutaires de vérité, présomptions qui leur sont inhérentes en fonction de ceux qui les énoncent. Bref, si vous voulez, ce sont des énoncés avec des effets de vérité et de pouvoir qui leur sont spécifiques. Une sorte de supra-légalité de certains énoncés dans la production
de la vérité judiciaire. Bien, je voudrais m'arrêter un instant sur ce rapport vérité-justice, parce que, bien sûr, c'est un des thèmes fondamentaux de la philosophie occidentale. C'est après tout un des présupposés les plus immédiats et les plus radicaux de tout discours judiciaire, politique, critique, etc., qu'il existe une appartenance essentielle entre l'énoncé de la vérité et la pratique de la justice. Or, il se trouve qu'au point où viennent se rencontrer l'institution destinée à régler la justice, d'une part, et les institutions qualifiées pour énoncer la vérité, au point, par contre, si vous voulez plus brièvement, où se rencontrent le tribunal et le savant, au point où viennent se croiser l'institution judiciaire et le savoir médical ou scientifique en général, en ce point, eh bien, se trouvent être formulés des énoncés qui ont le statut de discours vrai, qui détiennent des effets judiciaires considérables et qui ont pourtant la curieuse propriété d'être étrangers à toutes les règles, même les plus élémentaires, de formation d'un discours scientifique, d'être étrangers aussi aux règles du droit et d'être, comme les textes que je vous ai lus tout à l'heure, au sens strict, grotesques. Texte grotesque que ce que je viens de vous lire, et quand je dis grotesque, je voudrais l'employer en un sens sinon absolument strict, du moins un petit peu serré ou sérieux. J'appellerai, si vous voulez, grotesque le fait, pour un discours ou pour un individu, de détenir par statut des effets de pouvoir dont leur qualité intrinsèque devrait les priver. Le grotesque, ou si vous voulez, l'ubuesque, ce n'est pas simplement une catégorie d'injures, ce n'est pas une épithète injurieuse, en tout cas je ne voudrais pas l'employer dans ce sens. Je crois qu'il existe une catégorie précise, on devrait en tout cas définir une catégorie précise de l'analyse historico-politique, et qui serait la catégorie du grotesque ou de l'ubuesque, la terreur ubuesque, la souveraineté grotesque, ou en d'autres termes plus austères, la maximalisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit, eh bien, ceci, je crois, n'est pas un accident dans l'histoire du pouvoir, ce n'est pas une ratée de la mécanique. Il me semble que c'est un des rouages qui fait partie inhérente des mécanismes du pouvoir. Le pouvoir politique, au moins dans certaines sociétés, et en tout cas dans la nôtre, peut se donner, s'est donné effectivement la possibilité de passer, de faire transmettre ses effets, bien plus de trouver l'origine de ces effets dans un point qui est manifestement, explicitement, volontairement disqualifié par l'odieux, l'infâme ou le ridicule. Après tout, cette mécanique grotesque du pouvoir, ou ce rouage du grotesque dans la mécanique du pouvoir, elle est fort ancienne dans les structures, dans le fonctionnement politique de nos sociétés. Après tout, vous en avez des exemples éclatants dans l'histoire romaine, essentiellement dans l'histoire de l'Empire romain, où ce fut précisément une manière, sinon exactement de gouverner, du moins de dominer, que cette disqualification quasi théâtrale du point d'origine, du point d'accrochage de tous les effets de pouvoir dans la personne de l'empereur, cette disqualification qui fait que celui qui est le détenteur précisément de la majestas, de ce plus de pouvoir par rapport à tout pouvoir quel qu'il soit, est en même temps dans sa personne, dans son personnage, dans sa réalité physique, dans son costume, dans son geste, dans son corps, dans sa sexualité, dans sa manière d'être, un personnage infâme, grotesque, ridicule, de Néron à Héliogabale. Le fonctionnement, le rouage du pouvoir grotesque, de la souveraineté infâme, a été perpétuellement mis en œuvre dans le fonctionnement de l'Empire romain.
Le grotesque, c'est un des procédés essentiels à la souveraineté arbitraire, mais vous savez aussi que le grotesque, c'est un procédé inhérent à la bureaucratie appliquée, que la machine administrative, avec ses effets de pouvoir incontournables, passe par le fonctionnaire médiocre, nul, imbécile, pédiculaire, ridicule, râpé, pauvre, impuissant. Tout ça, ça a été un des traits essentiels des grandes bureaucraties occidentales depuis le XIXe siècle. Le grotesque administratif, ça n'a pas simplement été l'espèce de perception visionnaire de l'administration qu'ont pu avoir Balzac, Dostoïevski, Courteline ou Kafka. Le grotesque administratif, c'est en effet une possibilité, puisque c'est réellement donné, la bureaucratie, uburon-cuir, appartient au fonctionnement de l'administration moderne, comme il appartenait au fonctionnement du pouvoir impérial à Rome, de pouvoir être entre les mains d'un histrion fou. Et ce que je dis de l'Empire romain, ce que je dis de la bureaucratie moderne, on pourrait le dire de bien d'autres formes mécaniques de pouvoir, dans le nazisme ou dans le fascisme. Le grotesque de quelqu'un comme Mussolini était absolument inscrit dans la mécanique du pouvoir. Le pouvoir se donnait cette marche d'être issu de quelqu'un qui était théâtralement déguisé, désigné comme un clown, comme un pitre. Il me semble que, si vous voulez, il y a là, depuis la souveraineté infâme jusqu'à l'autorité ridicule, tous les degrés de ce qu'on pourrait appeler l'indignité du pouvoir. Et vous savez que les ethnologues, je pense en particulier aux très belles analyses que Clastres vient de publier, les ethnologues ont bien repéré ce phénomène par lequel celui auquel on donne un pouvoir est en même temps, à travers un certain nombre de rites et de cérémonies, ridiculisé ou rendu abject ou montré, en tout cas sous un jour défavorable. S'agit-il dans les sociétés disons archaïques ou primitives d'un rituel pour limiter les effets du pouvoir? Peut-être. Mais je dirais en tout cas que si ce sont bien ces rituels que l'on retrouve dans notre société, ils ont une toute autre fonction. En montrant le pouvoir, et en montrant explicitement le pouvoir comme abject, infâme, ubuesque ou simplement ridicule, il ne s'agit pas, je crois, d'en limiter les effets et de découronner magiquement celui auquel on donne précisément la couronne. Il me semble qu'il s'agit au contraire de manifester de la manière éclatante l'incontournabilité, l'inévitabilité du pouvoir qui peut précisément fonctionner dans toute sa rigueur et à la pointe extrême de sa rationalité violente lorsque même il est entre les mains de quelqu'un qui se trouve effectivement disqualifié. Ce problème de l'infamie de la souveraineté, ce problème du souverain disqualifié, après tout, vous savez bien que c'est le problème de Shakespeare et toute la série des tragédies des rois pose précisément ce problème, sans que jamais, me semble-t-il, on ait fait de l'infamie du souverain la théorie. Mais après tout, encore une fois, dans notre société, depuis Néron, qui est peut-être la première grande figure initiatrice du souverain infâme, jusqu'au petit homme aux mains tremblantes, qui, dans le fond de son bunker, couronné par 40 millions de morts, ne demandait plus qu'une chose, ou plutôt deux choses: que tout le reste soit détruit au-dessus de lui et qu'on lui apporte jusqu'à en crever des gâteaux au chocolat. Eh bien, vous avez là tout un énorme fonctionnement du souverain infâme. Et bon, je n'ai ni la force, ni le courage, ni le temps de consacrer mon cours de cette année à cela, mais je voudrais au moins reprendre ce problème du grotesque à propos précisément des textes que je viens de vous lire tout à l'heure. Donc, je crois qu'il n'y a pas à considérer comme pure et simple injure le fait de reconnaître comme grotesque et de
poser le problème de l'existence du grotesque et de la fonction du grotesque dans ces textes que je vous ai lus tout à l'heure. En sa pointe extrême, là où la justice se donne le droit de tuer, elle a instauré un discours qui est le discours d'Ubu. Elle fait parler Ubu savant, ou encore, pour dire les choses d'une manière solennelle, disons ceci, l'Occident, qui n'a pas cessé de rêver depuis sans doute la société grecque, la cité grecque, qui n'a pas cessé de rêver de donner pouvoir au discours de vérité dans une cité juste, eh bien l'Occident a finalement conféré un pouvoir incontrôlé dans son appareil de justice à la parodie, et à la parodie reconnue telle du discours scientifique. Laissons alors, si vous voulez, à d'autres le soin de poser la question des effets de vérité qui peuvent être produits dans le discours par le sujet supposé savoir. Moi, j'essaierai plutôt d'étudier les effets de pouvoir qui sont produits dans la réalité par un discours qui est à la fois statutaire et disqualifié. Très bien. Cette analyse, on peut évidemment la tenter dans différentes directions. Essayer de repérer l'idéologie qui peut animer les discours dont je vous ai donné quelques exemples. On pourrait essayer aussi de partir de l'institution qui les supporte, ou des deux institutions qui les supportent, judiciaire et médicale, pour voir comment ils ont pu naître. Ce que j'essaierai de faire, et ceux d'entre vous qui sont venus les années précédentes se doutent bien que c'est dans cette direction que je vais aller, ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt que de tenter une analyse idéologique ou une analyse, disons, institutionnaliste, ce que j'essaierai de faire, c'est de repérer, d'analyser la technologie du pouvoir qui utilise ces discours et essaie de les faire fonctionner. Et pour cela, en première approche, je poserai la question, qu'est-ce qui se passe dans ce discours du but qui est au cœur de notre pratique judiciaire, de notre pratique pénale. Théorie donc de l'ubu psychiatrico-pénal. Pour l'essentiel, je crois qu'on peut dire que, à travers les discours dont je vous ai donné quelques exemples, ce qui se passe, c'est une série, j'allais dire, de substitutions, mais je crois que le mot n'est pas bon, il faudrait dire plutôt de doublage. Car il ne s'agit pas, à vrai dire, d'un jeu de remplacement, mais de l'introduction de doublets successifs. Il ne s'agit pas, autrement dit, pour ces discours psychiatriques en matière pénale, d'instaurer, comme disent les gens, une autre scène, mais au contraire, de dédoubler les éléments sur la même scène. Il ne s'agit donc pas de la césure qui marque l'accès au symbolique, mais de la synthèse coercitive qui assure la transmission du pouvoir et le déplacement indéfini de ses effets. Premièrement, l'expertise psychiatrique permet de doubler le délit tel qu'il est qualifié par la loi de toute une série d'autres choses qui ne sont pas le délit lui-même, mais une série de comportements, de manières d'être, qui, bien entendu, dans le discours de l'expert psychiatre, sont présentés comme la cause, l'origine, la motivation, le point de départ du délit, mais qui, en fait, dans la réalité, vont constituer, dans la réalité, la pratique judiciaire, vont constituer la substance, la matière même punissable. Vous savez qu'au titre de la loi pénale, toujours celle du Code Napoléon 1810, et c'était déjà un principe qui était reconnu dans ce qu'on appelle les codes intermédiaires de la Révolution, enfin, depuis la fin du XVIIIe siècle, au titre de la loi pénale, ne sont condamnables que les infractions qui ont été définies telles par la loi et par une loi qui doit être antérieure à l'acte en question. Pas de rétroactivité de la loi pénale, sauf un certain nombre de cas exceptionnels. Bon, or, que fait l'expertise par rapport à cette
lettre même de la loi qui est « ne sont punissables que les infractions définies-elles par la loi ». Quel type d'objet fait-elle apparaître? Quel type d'objet propose-t-elle au juge comme étant l'objet de son intervention judiciaire et la cible de la punition? Eh bien, si vous reprenez les mots, et je pourrais vous en citer d'autres. Là, j'aurais peut-être dû vous en citer. Enfin, peu importe. J'ai rien à dire. Bon, quels sont donc les objets que l'expertise psychiatrique fait apparaître, dont elle vient, qu'elle épingle au délit, et donc elle constitue la doublure ou le doublet? Bien, c'est les notions qu'on retrouve perpétuellement dans toute cette série de textes d'immaturité psychologique, personnalité peu structurée, mauvaise appréciation du réel. Tout ceci, c'est des expressions que j'ai effectivement trouvées dans les expertises en question. Profond déséquilibre affectif, sérieuse perturbation émotionnelle, ou encore compensation, production imaginaire, manifestation d'un orgueil perverti, jeu pervers, érostratisme, alcibiadisme, donjuanisme, bovarisme, etc. Or, cet ensemble de notions, ces deux séries de notions, ont pour fond une telle fonction. Bien, d'abord, de répéter, vous le voyez, tautologiquement l'infraction pour l'inscrire et la constituer comme trait individuel. L'expertise permet de passer de l'acte à la conduite, du délit à la manière d'être, et de faire apparaître la manière d'être comme n'étant pas autre chose que le délit lui-même, mais à l'état, en quelque sorte, de généralité dans la conduite de l'individu. Deuxièmement, ces séries de notions ont pour fonction de déplacer le niveau de réalité de l'infraction, puisque ce que ces conduites enfreignent, ce n'est pas la loi, car aucune loi n'empêche d'être déséquilibré affectivement, aucune loi n'empêche d'avoir des perturbations émotionnelles, aucune loi même n'empêche d'avoir un orgueil perverti, et il n'y a pas de mesure légale contre l'érostratisme. En revanche, si ce n'est pas la loi que ces conduites enfreignent, c'est quoi? Eh bien, ce contre quoi elles apparaissent, ce par rapport à quoi elles apparaissent, c'est un niveau de développement optimum, une maturité psychologique, personnalité peu structurée, profond déséquilibre. C'est également un critère de réalité, mauvaise appréciation du réel. Ce sont des qualifications morales, c'est-à-dire la modestie, c'est-à-dire la fidélité. C'est encore des règles éthiques. Bref, l'expertise psychiatrique permet de constituer un doublet psychologico-éthique du délit, c'est-à-dire encore de délégaliser l'infraction telle qu'elle est formulée par le Code pour faire apparaître derrière elle son double, qui lui ressemble comme un frère ou une sœur, je ne sais, et qui en font non plus justement une infraction au sens légal du terme, mais qui en font une irrégularité par rapport à un certain nombre de règles qui peuvent être physiologiques, psychologiques, morales, etc. Vous me direz que ce n'est pas si grave, et qu'après tout, si les psychiatres, quand on leur demande d'expertiser un délinquant, disent eh bien, après tout, s'il a commis un vol, c'est en somme parce qu'il est voleur, ou s'il a commis un assassinat, c'est en somme parce qu'il a une pulsion à tuer. Ce n'est rien de plus que la molièresque analyse du mutisme de la fille. Seulement, en fait, c'est plus grave. Et ce n'est pas grave simplement parce que ça peut entraîner mort d'homme, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce qui est plus grave, c'est que, en fait, ce qui est proposé à ce moment-là par le psychiatre,
ce n'est pas l'explication du crime, c'est en réalité la chose elle-même qu'il faut punir et sur laquelle doit mordre et avoir prise l'appareil judiciaire. Souvenez-vous ce qui se passait dans l'expertise d'Algarve. Vous vous souvenez que les experts disaient, nous, en tant qu'experts, nous n'avons pas à dire s'il a commis le crime qu'on lui reproche. Mais, et c'est ainsi que commençait le paragraphe final que je vous lisais tout à l'heure, supposons qu'il l'ait commis, je vais, moi, expert psychiatre, vous expliquer comment il l'aurait commis s'il l'avait commis. Et toute l'analyse de cette affaire, je prononçais plusieurs fois le nom, toute cette analyse est en réalité l'explication de la manière dont le crime aurait pu effectivement être commis. Les experts le disent d'ailleurs crûment, on raisonnera dans l'hypothèse où A aurait exercé sur l'esprit de la fille, elle, d'une manière quelconque, une influence qui aurait conduit au meurtre de son enfant, et à la fin, il dit, sans prendre parti sur la réalité et le degré de culpabilité, nous pouvons comprendre comment son influence a pu être pernicieuse, et la conclusion finale, vous vous en souvenez, c'est qu'il faut donc le considérer comme responsable. Or, entre-temps, entre l'hypothèse selon laquelle il aurait eu effectivement une responsabilité quelconque et la conclusion finale, qu'est-ce qui est apparu? Eh bien, il est apparu un certain personnage qui a été offert en quelque sorte à l'appareil judiciaire, un homme incapable de s'assimiler au monde, aimant le désordre, commettant des actes extravagants ou extraordinaires, haïssant la morale, reniant ses lois et pouvant aller jusqu'au crime. Si bien que, en fin de compte, celui qui sera condamné, ce n'est pas le complice effectif du meurtre en question, c'est ce personnage incapable de s'assimiler, aimant le désordre, commettant des actes, allant jusqu'au crime. Et quand je dis que c'est ce personnage qui a été effectivement condamné, je ne veux pas dire qu'à la place d'un coupable, on aura, grâce à l'expert, condamné un suspect, ce qui est vrai, bien sûr, mais je veux dire plus, ce qui est en un sens plus grave, c'est que, finalement, même si le sujet en question est coupable, ce que le juge va pouvoir condamner en lui à partir de l'expertise psychiatrique, ce n'est plus précisément le crime ou le délit, ce que va juger le juge et ce qu'il va punir, le point sur lequel portera le châtiment, c'est précisément ces conduites irrégulières qui auront été proposées comme la cause, le point d'origine, le lieu de formation du crime, et qui n'en ont été que le doublet psychologique et moral. L'expertise psychiatrique permet de transférer le point d'application du châtiment de l'infraction définie par la loi à la criminalité appréciée du point de vue psychologico-moral. Par le biais d'une assignation causale, dont le caractère tautologique est à la fois évident, mais si vous voulez, importe peu, à moins qu'on essaie, ce qui serait inintéressant de faire l'analyse des structures rationnelles d'un pareil texte, par le biais d'une assignation causale, on est passé de ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la cible de la punition, le point d'application d'un mécanisme de pouvoir, qui est le châtiment légal, à un domaine d'objet qui relève d'une connaissance, d'une technique de transformation, de tout un ensemble de coercitions rationnelles et concertées. Que l'expertise psychiatrique constitue un apport de connaissances égal à zéro, c'est vrai, mais ce n'est pas important. L'essentiel de son rôle, c'est de légitimer, dans la forme de la connaissance scientifique, l'extension du pouvoir de punir à autre chose que l'infraction. L'essentiel, c'est qu'elle permet de replacer l'action punitive du pouvoir judiciaire dans un corpus général de techniques réfléchies de transformation des individus. Deuxième fonction de l'expertise, première étant donc de doubler le délit par la criminalité, eh bien la seconde fonction, je crois, de l'expertise psychiatrique, c'est de doubler l'auteur du délit par ce personnage qui a été nouveau au XVIIIe siècle et qui est le délinquant. Dans l'expertise psychiatrique, dans l'expertise, si vous voulez, classique, celle qui était définie au terme de la loi en 1810, la question était au fond simplement celle-ci: on appellera l'expert
uniquement pour savoir si l'individu inculpé était, au moment où il a commis l'action, en état de démence. Car s'il est en état de démence, du coup, il ne peut plus être considéré comme responsable de ce qu'il avait fait. C'est le fameux article 63, il n'y a ni crime ni délit, si l'individu était en état de démence au moment de l'acte. Or, dans les expertises telles que vous les voyez fonctionner maintenant, telles que je vous en ai donné un exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on recherche effectivement à déterminer si un état de démence permet de ne plus considérer l'auteur de l'acte comme un sujet juridiquement responsable de ses actes? Pas du tout. Enfin, c'est tout autre chose que fait l'expertise. Elle essaie d'abord d'établir les antécédents, en quelque sorte, infraliminaires de la pénalité. Je vous cite l'exemple d'une expertise qui a été faite vers les années 1960 par trois des grands bisons de la psychiatrie pénale, et qui s'est d'ailleurs soldée par mort d'homme, puisque l'objet de l'expertise a été condamné à mort et guillotiné. Et on lit ceci, à propos de à côté du désir d'étonner, le goût de dominer, de commander, d'exercer sa puissance, qui est une autre manifestation de l'orgueil, paraît être apparu très tôt chez R, qui, dès son enfance, tyrannisait ses parents en faisant des scènes à la moindre contrariété, et qui, au lycée déjà, essayait d'entraîner ses camarades à sécher des cours. Le goût des armes à feu et des voitures, la passion du jeu ont été également chez lui très précoces. Au lycée, il exhibait déjà des revolvers. Chez Gibert, on le trouve en train de jouer avec un pistolet. Plus tard, il collectionnait les armes en empruntant, il en empruntait, il en trafiquait et jouissait de cette sensation rassurante de puissance et de supériorité que donne aux faibles le port d'une arme à feu. De même, les motocyclettes, puis les voitures rapides, dont il paraît avoir fait une grande consommation et qu'il conduisait toujours le plus vite possible, contribuaient à satisfaire, très imparfaitement d'ailleurs, son appétit de domination, etc. Il s'agit donc, dans ces expertises comme ça, de retracer la série de ce qu'on pourrait appeler les fautes sans infraction, ou encore les défauts sans illégalité, montrer, autrement dit, comment l'individu ressemblait déjà à son crime avant de l'avoir commis. Et le simple usage répétitif, tout au long de ces analyses, de l'adverbe déjà, est en lui-même une manière d'épingler ainsi, par une voie simplement analogique, toute cette série des illégalités infraliminaires, des incorrections non illégales, de les cumuler pour les faire ressembler au crime lui-même. Retracer la série des fautes, montrer comment l'individu ressemblait à son crime, et en même temps, à travers cette série, faire apparaître une série que l'on pourrait dire parapathologique, proche de la maladie, mais d'une maladie qui n'en est pas une, puisqu'elle est un défaut moral, puisque finalement, elle est, cette série de faits, la preuve d'un comportement, d'une attitude, d'un caractère, qui sont moralement des défauts, sans être ni pathologiquement des maladies, ni légalement des infractions. C'est la longue série de ces ambiguïtés infraliminaires dont les experts ont toujours essayé de reconstituer la dynastie. Ceux d'entre vous qui ont regardé le dossier Rivière, on voit déjà comment en 1836, c'était bien la pratique des psychiatres et en même temps d'ailleurs des témoins dont on sollicitait la déposition, de reconstituer cette espèce de série absolument ambiguë de l'infrapathologique et du paralégal, ou du parapathologique et de l'infralégal, qui est l'espèce de reconstitution anticipatrice sur une scène réduite du crime lui-même. C'est à cela que sert la
de l'expertise psychiatrique. Or, dans cette série des ambiguïtés infraliminaires, parapathologiques, sous-légales, etc., on inscrit la présence et la présence du sujet sous la forme du désir. Tous ces détails, toutes ces minuties, toutes ces petites vilainies, toutes ces choses pas très régulières, eh bien, l'expertise montre comment le sujet y est présent, y est effectivement présent sous la forme du désir du crime. Et c'est ainsi qu'à propos de cette expertise que je vous lisais, dans cette expertise que je vous lisais tout à l'heure, à propos de quelqu'un qui a été finalement condamné à mort, l'expert dit ceci: il voulait connaître tous les plaisirs, jouir de tout et très vite, éprouver des émotions fortes. Voilà le but qu'il s'était fixé. Il n'a pas hésité, dit-il, que devant la drogue, dont il craignait l'asservissement, et devant l'homosexualité, non par principe, mais par inappétence. À ses desseins, à ses caprices, R ne souffrait pas d'obstacles. Il ne pouvait admettre qu'on s'oppose à ses volontés. Vis-à-vis de ses parents, il usait du chantage affectif. Vis-à-vis des étrangers et du milieu, il employait les menaces et les violences. Autrement dit, cette analyse du perpétuel désir de crime permet de fixer ce qu'on pourrait appeler la position radicale d'illégalité dans la logique ou dans le mouvement du désir, appartenance du désir du sujet à la transgression de la loi. Le désir, son désir, est fondamentalement mauvais. Mais ce désir du crime, et c'est encore ce qu'on trouve régulièrement dans ces expériences, ce désir du crime est toujours corrélatif d'une faille, d'une rupture, d'une faiblesse, d'une incapacité du sujet, et c'est pourquoi vous voyez apparaître régulièrement des notions comme l'inintelligence, l'insuccès, l'infériorité, la pauvreté, la laideur, l'immaturité, le défaut de développement, l'infantilisme, l'archaïsme des conduites, l'instabilité. C'est qu'en effet, cette série infrapénale et parapathologique où se lisent à la fois l'illégalisme du désir et la déficience du sujet, cette série, eh bien, est destinée non pas du tout à répondre à la question de la responsabilité, elle est destinée au contraire à ne pas y répondre, à éviter au discours psychiatrique de poser la question qui est pourtant implicitement définie par l'article 64, c'est-à-dire qu'à partir de cette mise en série du crime avec l'infrapénalité et le parapathologie, à partir de cette mise en rapport, eh bien, on va établir autour de l'auteur de l'infraction une sorte de région d'indiscernabilité juridique. On va constituer, avec ses irrégularités, ses inintelligences, ses insuccès, ce désir inlassable et infini, etc., on va constituer un élément ou une série d'éléments à propos duquel la question de la responsabilité ne peut plus être posée ou ne peut même pas s'opposer, puisque finalement, au terme de ces descriptions, le sujet, d'une part, se trouve être responsable de tout et responsable de rien. C'est une personnalité juridiquement indiscernable que la justice, dont la justice est par conséquent, au terme même de ses lois et de ses textes, obligée de se dessaisir. Ce n'est plus un sujet juridique que les magistrats, les jurés ont devant eux, mais c'est un objet, l'objet d'une technologie et d'un savoir de réparation, de réadaptation, de réinsertion, de correction, etc. En bref, l'expertise a pour fonction de doubler l'auteur responsable ou non du crime d'un sujet délinquant qui sera l'objet d'une technologie spécifique. Enfin, je crois que l'expertise psychiatrique a un troisième rôle, non seulement donc doubler le délit de la criminalité par la criminalité, après avoir doublé l'auteur de l'infraction du sujet délinquant, eh bien, l'expertise psychiatrique est là pour fonction de constituer, d'appeler un autre dédoublement, ou plutôt un groupe d'autres dédoublements. C'est d'une part la constitution d'un médecin qui sera en même temps un médecin juge, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le médecin, le psychiatre,
a en effet pour fonction de dire si effectivement on peut trouver dans le sujet analysé un certain nombre de conduites ou de traits qui rendent vraisemblable en termes de criminalité la formation et l'apparition de la conduite d'infraction proprement dite, vous comprenez bien que l'expertise psychiatrique a souvent, sinon régulièrement, valeur de démonstration ou d'éléments, en tout cas, démontrant la criminalité possible, éventuelle, enfin plutôt l'infraction éventuelle que l'on reproche à l'individu. Décrire son caractère de délinquant, décrire le fond des conduites criminelles ou paracriminelles qu'il a traînées avec lui depuis son enfance, c'est évidemment aider à le faire passer du rang d'inculpé au statut de condamné. Et je ne vous en citerai qu'un exemple à propos d'une histoire toute récente et qui a fait grand bruit. Il s'agissait de savoir qui avait tué une jeune fille dont on avait retrouvé le cadavre dans un champ. Il y avait deux suspects, l'un qui était le notable de la ville et l'autre qui était un adolescent de 18 ou 20 ans. Et voici comment l'expert psychiatre décrit l'état mental du notable en question. Ils étaient deux d'ailleurs, ces experts psychiatres, pour expertiser le notable. Je donne le résumé tel qu'il figure, je n'ai pas eu l'expertise elle-même, mais tel qu'il figure dans les réquisitions du parquet dans la chambre d'accusation. Les psychiatres donc ne découvrirent aucun trouble de mémoire. Ils reçurent ses confidences sur les symptômes qu'il avait que le sujet donc avait eu en 1970. C'était des ennuis professionnels et financiers. Il leur déclara avoir été bachelier à 16 ans, licencié à 20 ans, avoir obtenu 2 diplômes d'études supérieures et avoir effectué 27 mois de service militaire en Afrique du Nord en qualité de sous-lieutenant. Ensuite, il avait repris l'entreprise de son père et il avait beaucoup travaillé, ses distractions n'étant que le tennis, la chasse et le bateau à voile. Et maintenant, nous passons à la description par deux autres experts d'ailleurs du jeune homme, qui était lui aussi inculpé dans cette affaire, et les psychiatres s'aperçoivent. Peu de nuances de caractère, immaturité psychologique, personnalité peu structurée, oui, c'est exactement toujours la même catégorie, jugement sans rigueur, mauvaise appréciation du réel, profond déséquilibre affectif, très sérieuse, perturbation émotionnelle. Par ailleurs, après avoir évoqué sa passion pour la lecture, pour la lecture des bandes dessinées et des livres de satanique, les experts ont pris en considération l'arrivée des pulsions sexuelles normales pour un garçon de cette stature physique, un garçon de 18 ou 20 ans. Ils se sont arrêtés à l'hypothèse qu'une fois mis en face sur la plateforme des aveux de la passion que lui révélait la fille en question, il ait pu brutalement ressentir une répulsion, les estimant de caractère satanique, d'où explication d'un geste engendré par cette répulsion profonde qu'il aurait alors éprouvée. Et ces deux rapports sont des rapports donc qui devaient être remis, qui ont été remis à la chambre des mises en accusation pour savoir lequel des deux était coupable dans l'affaire en question, et que l'on ne me dise pas maintenant que ce sont les juges qui jugent et que les psychiatres ne font qu'analyser la mentalité ou la personnalité psychotique non des sujets en question. Le psychiatre devient effectivement un juge, il fait effectivement un acte d'instruction, et d'instruction non pas au niveau de la responsabilité juridique des individus, mais de leur culpabilité réelle. Et inversement, le juge, lui, va se dédoubler en face du médecin, car à partir du moment où, effectivement, le juge va faire porter son jugement, c'est-à-dire sa décision de punition, non pas tellement sur le sujet juridique,
d'une infraction définie comme telle par la loi, mais sur cet individu qui est porteur de tous ces traits de caractère ainsi définis, à partir du moment où le juge va avoir affaire à ce doublet éthico-moral du sujet juridique, eh bien, le juge, en punissant, ne punira pas l'infraction, il pourra se donner le luxe ou les gants ou l'excuse, comme vous voudrez, d'imposer à un individu une série de mesures correctives, de mesures de réadaptation, de mesures de réinsertion, et le vilain métier de punir se trouve ainsi retourné dans le beau métier de guérir. Et c'est ce retournement à quoi sert, entre autres, l'expertise psychiatrique. Bon. Je voudrais, avant de terminer, tout de même souligner deux choses. C'est que peut-être, vous allez me dire, tout ceci c'est bien gentil, mais vous décrivez avec une certaine agressivité une pratique médico-légale qui est, après tout, de date relativement récente. La psychiatrie n'en est sans doute qu'à ses balbutiements, et péniblement, lentement, nous sommes en train de sortir de ces pratiques confuses dont on peut encore trouver quelques traces dans les textes grotesques que vous avez méchamment choisis. Or, je vous dirais que c'est tout le contraire, et qu'en fait, l'expertise médicale, psychiatrique en matière pénale, si on la reprend en ses origines historiques, c'est-à-dire, disons pour simplifier, dès les premières années d'application du Code pénal, les années donc 1810-1830, l'expertise psychiatrique était un acte médical qui était, dans ses formulations, dans ses règles de constitution, dans ses principes généraux de formation, absolument isomorphes au savoir médical de l'époque. En revanche, maintenant, et il faut tout de même rendre cet hommage aux médecins, et en tout cas à certains psychiatres, je connais aucun médecin, je connais peu de psychiatres qui oseraient signer des textes comme ceux que je viens de lire. Or, s'ils refusent de les signer en tant que médecin, ou même en tant que psychiatre de pratique courante, si vous voulez, et si ce sont finalement ces mêmes médecins et psychiatres qui acceptent de le faire, de les écrire et de les signer dans la pratique judiciaire, quand il s'agit après tout de la liberté ou de la vie d'un homme, vous comprenez qu'il y a là un problème, cette espèce de décrochage, ou encore, si vous voulez, d'involution au niveau de la normativité scientifique et rationnelle des discours. Cette involution pose effectivement un problème. Il y a eu, à partir d'une situation qui, au début du XIXe siècle, plaçait les expertises médico-légales sur le même plan que tout le savoir médical de l'époque, vous avez eu un mouvement de décrochage, c'est un mouvement par lequel la psychiatrie pénale s'est déprise de cette normativité et a accepté, accueillir, s'est trouvé soumise à de nouvelles règles de formation, et qu'il y ait eu une évolution dans ce sens-là. Il ne suffirait pas de dire, sans doute, que les psychiatres ou les experts en sont purement et simplement les responsables. En fait, la loi elle-même, ou les décrets d'application de la loi, montrent bien dans quel sens on va et comment, par quel chemin on est passé pour en arriver là, puisque, en gros, les expertises médico-légales sont régies, premièrement, par la vieille formule du Code pénal, article 64, il n'y a ni crime ni délit si l'individu était en état de démence au moment de son acte. Cette règle a pratiquement commandé et informé l'expertise pénale pendant tout le XIXe siècle. Au début du XXe, vous voyez une circulaire qui est la circulaire Chaumier datant de 1803, dans laquelle déjà se trouve faussé, infléchi considérablement la tâche qui avait été, le rôle qui avait été confié au psychiatre, puisque dans cette circulaire Chaumier, il est dit que le rôle du psychiatre n'est évidemment pas, parce que c'est trop difficile, parce qu'on ne peut pas définir la responsabilité juridique d'un sujet criminel, mais que ce qu'il faudrait, c'est
définir, constater s'il existe chez lui des anomalies mentales qui puissent être mises en rapport avec l'infraction en question. Et vous voyez que nous entrons déjà dans un tout autre domaine qui n'est plus celui du sujet juridique responsable de son acte et médicalement qualifié comme tel. Nous entrons dans ce domaine qui est celui de l'anomalie mentale dans un rapport non défini avec l'infraction. Et finalement, une troisième circulaire qui date de l'après-guerre mondiale, des années 1950, je ne me souviens plus très bien la date. Je crois que c'est 1958, mais je n'ose pas vous l'affirmer. Excusez-moi si je me trompe. On demande aux psychiatres de répondre, s'ils le peuvent, bien sûr, toujours à la fameuse question de l'article 64, était-il en état de démence? Mais on leur demande surtout de dire si l'individu est dangereux, première question. Deuxième question, s'il est accessible à une sanction pénale. Troisièmement, s'il est curable ou réadaptable. Vous voyez donc qu'au niveau de la loi, et pas simplement au niveau, si vous voulez, du niveau mental du savoir des psychiatres, au niveau même de la loi, on assiste, on repère une évolution qui est parfaitement claire. On est passé du problème juridique de l'assignation de responsabilité à un tout autre problème. L'individu est-il dangereux, est-il accessible à la sanction pénale, est-il curable ou réadaptable? C'est-à-dire que ce sur quoi désormais devra porter la sanction pénale, ce n'est pas un sujet de droit reconnu responsable, c'est un élément corrélatif d'une technique qui consiste à mettre à part les individus dangereux, à prendre en charge ceux qui sont accessibles à une sanction pénale pour les curer ou les réadapter. Autrement dit, c'est à une technique de normalisation que désormais, c'est une technique de normalisation qui désormais aura à prendre en charge l'individu délinquant. Et c'est cette substitution de l'individu juridiquement responsable à l'élément corrélatif d'une technique de normalisation, c'est cela, cette transformation, que l'expertise psychiatrique, parmi bien d'autres procédés, est arrivée à constituer. Bien, c'est cela, cette apparition, cette émergence des techniques de normalisation avec les pouvoirs qui lui sont liés, c'est cela que je voudrais essayer d'étudier, en posant comme principe, mais alors j'y reviendrai un peu plus longuement la prochaine fois, en posant comme hypothèse, en tout cas, comme hypothèse de départ, que ces techniques de normalisation et les pouvoirs de normalisation qui lui sont liés ne sont pas simplement l'effet de la rencontre, de la composition, du branchement l'un sur l'autre du savoir médical sur le pouvoir judiciaire, mais qu'en fait, à travers toute la société moderne, eh bien, c'est un certain type de pouvoir, ni médical, ni judiciaire, les autres, un certain type de pouvoir qui finalement est arrivé à coloniser et à refouler et le savoir médical et le pouvoir judiciaire, qui finalement débouche sur la scène théâtrale du tribunal et en prenant appui, bien sûr, sur l'institution judiciaire et sur l'institution médicale, mais qui, en lui-même, a son autonomie et ses règles. Cette émergence du pouvoir de normalisation, la manière dont il s'est formé, la manière dont il s'est installé, et dont, sans qu'il prenne jamais appui sur une seule institution, mais par le jeu qu'il est arrivé à établir entre différentes institutions, a étendu sa souveraineté dans notre société, eh bien c'est cela que je voudrais étudier. Alors, on commencera la prochaine fois.